vous remercie bien entendu pour commencer pour votre invitation. J'espère que le public va réussir à me suivre dans les déambulations chronologiques assez complexes de ce bâtiment qui s'inscrit avec beaucoup de bonne volonté, je trouve, dans la thématique de la construction, de la destruction et de la rénovation. C'est un bâtiment dont l'histoire court à peu près, pour en tout cas les parties que je vais mentionner. Vous m'entendez bien ? Ah, c'est un bâtiment, ça va mieux comme ça ? Donc c'est un bâtiment dont les parties qui nous intéressent et qui subsistent encore courent à peu près de l'an 1000 jusqu'au, on va dire même jusqu'au début, enfin même au milieu du XXe siècle. Donc il nous réserve, on va dire, pas mal d'éléments d'aspects et de matériaux différents. Et je vais, pour vous faire entrer dans dans l'histoire de ce bâtiment, vraiment procéder en découpant par chapitre, de manière à ce qu'on puisse percevoir une partie de sa complexité. Mais je dois commencer quand même par une petite annonce modeste et prudente. C'est que ce bâtiment va être bientôt rénové, avec l'appui de la Fondation du patrimoine, que ces travaux vont commencer, ils auraient même dû commencer en septembre, mais vous savez ce que c'est, ils vont commencer prochainement et ils donneront lieu donc à des études, comme on l'a souligné déjà plusieurs fois, qui vont permettre de mieux le connaître. Donc j'espère vous donner des informations fiables. Il n'est pas exclu que dans quelques temps, si je devais me présenter de nouveau devant vous, que je doive corriger certaines choses. Et puis, face au mystère que offre ce bâtiment, je vais aussi me permettre avec vous de poser des questions sans forcément pouvoir y répondre. Donc en jouant parfois avec aussi des hypothèses. Alors, première partie de cette présentation, son histoire en 12 étapes. Elle est tumultueuse, comme d'ailleurs beaucoup d'édifices un peu partout dans le monde. Je commence quand même par mentionner le lieu, puisque vous n'en êtes pas nécessairement familier. Si on prend une carte avec Paray-le-Monial et Mâcon, il faut quand même mentionner, je suis très content d'ailleurs que ce ne soit pas apparu, comme ça c'est moi qui dois vous le faire apparaître. Vous voyez à quoi correspond cette petite forme ou cette espèce de coude dans la RCEA? C'est Cluny. Et la présence dans le diocèse de Mâcon, qui est un petit diocèse qui aujourd'hui n'existe plus, enfin qui a été fondu dans les 3 diocèses qui composent aujourd'hui le diocèse d'Autun ou le diocèse de Saône-et-Loire. La présence dans le diocèse de Mâcon de cette puissance temporelle et religieuse énorme qu'est Cluny va potentiellement expliquer certains aspects, mais potentiellement seulement, certains aspects de la cathédrale de Mâcon. Parce que j'ai peut-être été un petit peu vite. Ce bâtiment qu'à Mâcon on appelle le vieux Saint-Vincent, c'est l'ancienne cathédrale Saint-Vincent de Mâcon qui a été remplacée dans le premier tiers du XIXe siècle par un édifice néoclassique qui a beaucoup d'intérêt, mais que je ne vais même pas vous présenter ici pour éviter de déborder inutilement sur des à-côtés. Donc cette ancienne cathédrale est appelée à Mâcon sous cette dénomination, elle est désignée par cette dénomination un peu mystérieuse de vieux Saint-Vincent. On est donc dans une ville ancienne, vous voyez c'est le point rouge qui apparaît, le site de cet édifice. On est proche de la Saône, proche du pont Saint-Laurent qui est l'un des axes très importants de communication entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France. Et quand on s'approche encore un petit peu, on voit qu'effectivement on peut considérer que c'est assez peu de choses, en définitive c'est une ruine, bien entendu, il faut appeler un chat un chat. C'est une ruine qui fait à peu près, vous voyez, qui occupe à peu près un espace d'à peine 30 mètres sur 40. Donc on est évidemment sur quelque chose qui est très petit, très modeste par rapport à ce que cette église a été dans son époque faste, sans avoir pour autant jamais été, bien entendu, une église d'envergure. Ça reste une cathédrale relativement modeste qui n'atteignait qu'à peine 70 mètres de longueur, ce qui en fait une église de taille très moyenne, mais qui correspond grosso modo au diocèse dont elle était la tête de pont, si vous me permettez cette expression un peu grossière. Voilà la ville de Mâcon vue de l'autre rive de la Saône. Ça constitue, ce reste qu'on appelle donc le vieux Saint-Vincent, un élément du paysage mâconnais, une sorte de repère avec 2 tours
que vous distinguez à peu près sur la gauche de la photo, qui entre un petit peu en compétition avec une tour relativement proche, qui est la tour des archives départementales, que beaucoup d'historiens sans doute ont fréquenté parmi vous, et qui, elle, date de 1970. Mais je ne vais pas non plus m'attarder sur ce sujet. Ces deux tours octogonales sont la partie émergée, si on peut dire, de cette ruine de l'ancienne cathédrale Saint-Vincent. Et en s'approchant, on repère déjà, je pense que même si l'image est, comment dire, encore relativement imprécise, vous remarquez sans doute déjà des teintes dans les matériaux qui sont différentes et qui correspondent bien évidemment à des temporalités différentes, à des chantiers et aussi à des styles architecturaux différents qu'on va voir d'un peu plus près. Et cette fois-ci, quand on a la chance d'être sur la voie publique, devant ce qui reste donc de cet édifice du côté est, c'est-à-dire qu'on est finalement dans ce qui autrefois était l'intérieur de l'édifice, on regarde vers l'ouest de celui-ci et on voit qu'il n'en reste finalement que la partie qui correspond à ce qu'on appelle fréquemment le massif occidental, à savoir les deux tours, nord à droite et sud à gauche, qui sont précédés d'un élément sur lequel on va porter nos yeux dans quelques minutes, mais vous voyez dès à présent qu'il y a toutes sortes de pierres en arrachement qui caractérisent une histoire chaotique du monument. Et vu de l'autre côté, voilà donc ces deux mêmes tours octogonales, le porche dont je vais vous parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes, et des édifices qui le touchent, par exemple sur son flanc sud, et qui correspondent à un reliquat de l'enchevêtrement médiéval qui est tout à fait ordinaire, évidemment, dans la mesure où ce bâtiment est le dernier qui subsiste d'un ancien ensemble d'édifices qu'on appelait donc l'ensemble cathédral, constitué, comme vous pouvez l'imaginer, d'un cloître, d'autres édifices, et même évidemment aussi d'un évêché qui, lui, subsiste en partie, mais sur lequel je ne vais pas non plus m'attarder, et qui est, vous voyez, sur la gauche de la photographie. Alors voilà pour une présentation très rapide du bâtiment et de son site. Alors je vais commencer par le plus ancien, même si sans doute les opérations de fouilles qui vont être menées mettront à jour des constructions encore antérieures, puisqu'on sait que cet édifice roman, qui lui-même d'ailleurs a été suivi d'un édifice gothique, a pris la suite d'édifices antérieurs mérovingiens dont on trouvera sans doute des traces, dont on a des traces d'ailleurs dans les archives, mais qui aujourd'hui n'ont plus rien laissé subsister en extérieur. Donc cette église romane, c'est une église qui est d'autant plus intéressante qu'elle correspond au début de la période romane. Les historiens qui se sont intéressés à elle dès les années 60 avaient bien repéré notamment la maçonnerie, dans l'appareil de la base de ces deux tours, qu'on avait quelque chose qui pouvait s'apparenter vraiment au début du roman. On a même parfois, certains historiens parlaient de pré-roman, mais je crois que c'est une dénomination qui a plus tellement cours chez la plupart des historiens de l'architecture. Et dans les années 70, quand ont pu être menés des examens dendrochronologiques dans les parties hautes, dans des poutres en bois qui se trouvent dans les parties hautes de la tour nord, on a établi de manière absolument indiscutable que cette partie, qui pour autant correspond d'ailleurs à une phase déjà avancée du chantier, le haut des tours, correspondait à du bois qui pouvait dater au plus tôt de la toute fin du Xe siècle et au plus tard, au tout début, jusqu'aux 20 premières années du XIe siècle. Donc on est vraiment face à un bâtiment, pour sa partie la plus ancienne, que je vais vous montrer un peu mieux. Vous voyez toute cette partie qui en gros va d'ici jusque là, va jusqu'ici à peu près. Tout ce massif occidental date de l'an 1000. Alors si on le regarde d'un petit peu plus près, ces images sont des images de synthèse, vous repérez que donc, ce bâtiment, cette partie du bâtiment qui nous intéresse, donc qui relève de la partie la plus ancienne de l'édifice, vous voyez bien, des pierres sensiblement différentes par leur
notamment par leur coloris, et on constate aussi une rupture d'appareil vraiment flagrante entre les deux parties, vous voyez la partie gauche et la partie droite. Donc sur la gauche, on voit un édifice qui date donc de l'an 1000, et sur la droite, l'édifice qui s'est ajouté, dont je vais vous parler dans un instant, lui à peu près postérieur d'une centaine d'années. On repère assez bien des bandes lombardes sur les tours octogonales de cet édifice. Et si on commence pour étayer un peu l'histoire de cette construction par une chronologie, vous voyez, vous allez vous repérer très facilement comme ça, on repère donc et on situe à peu près donc, cette première construction d'une cathédrale romane autour de l'an 1000, jusqu'aux peut-être aux années 1020, 1030, mais ce n'est pas vraiment utile ni prudent de s'avancer vers plus de précision. Et vous allez comprendre assez vite pourquoi j'ai distingué l'église romane de la cathédrale romane. C'est que autour de l'an 1000, les deux existent, mais que très vite, la cathédrale romane va céder la place à autre chose, tandis que les tours elles-mêmes subsistent et ont même la courtoisie d'être encore présentes de nos jours. Alors, deuxième étape, l'adjonction d'un porche au tout début du XIIe siècle, avec un élément très intéressant sur lequel, malheureusement, faute de temps, je ne vais pas m'attarder, mais il pose de nombreuses questions et mériterait évidemment qu'on lui attribue un peu plus d'intérêt, mais c'est pas le sujet principal de cette présentation. Le porche correspond à un volume relativement important de trois travées, ou de trois nefs d'une seule travée, qui vient s'adosser à l'ouest de ce porche en recouvrant une façade dont il subsiste tout de même quelques restes. Ça vient juste s'adosser à cette façade, en partie en la cachant, mais sans la détruire. Ce qui fait que, je vous montrerai tout à l'heure un document numérique qui a été constitué, qui vous permettra d'entrevoir une partie de ces murs du début du XIe siècle, de l'an 1000, qui sont cachés, mais qui sont encore visibles. Voilà les murs en question dont je vous parlais. Vous voyez, cette construction est venue s'adosser, mais ces murs, par exemple, datent du tout début du bâti. Donc on a ici un appareil du début du XIe siècle. La partie centrale est légèrement, vous allez la voir, légèrement saillante. Vous le voyez, on a ici le bâti du XIe siècle qui s'arrête à peu près ici, et le bâti du début du XIIe siècle qui vient s'adosser contre lui et qui correspond, comme je vous le disais, à, on peut considérer une travée, vous voyez, mais qui s'organise avec deux vaisseaux latéraux et un vaisseau central. Si on veut être vraiment juste, mais je ne l'ai pas mentionné dans mon chapitrage, un chapitre qui s'est intercalé, c'est probablement à la fin du XIIe siècle, le passage d'une voûte d'arête à une croisée d'ogives, mais là aussi c'est un détail anecdotique, je fais court et je m'arrête là, mais en l'occurrence, pour l'essentiel, on est face à un édifice qui a toutes les caractéristiques du roman, je n'ai pas besoin, je pense, de m'appesantir. Juste un mot quand même sur les différences d'appareils. Sans doute, vous les voyez, ils sont assez flagrants. Les archives ne laissent pas entendre qu'il y ait eu d'interruption dans le chantier. Si on a des matériaux différents, c'est probablement parce qu'ici, l'architecture était enduite et qu'on s'est donné la peine d'utiliser du grand appareil pour les arcs, et que pour la partie haute, vous voyez, avec une ouverture qui elle aussi d'ailleurs est constituée d'une maçonnerie en grand appareil, on s'est contenté d'utiliser du moellon qui était caché sous enduit, mais qui aujourd'hui apparaît, ce qui évidemment n'était pas le cas dans l'état originel de ce porche. Et puis il y a un autre élément qui peut nous intéresser aussi, mais faute d'avoir une réponse, je pose juste la question, c'est certainement une ouverture qui correspondait à un clocher, mais qui n'est pas documenté, donc je ne m'appesantis pas sur cette partie du bâtiment. Vous avez vu déjà à l'instant le détail de l'appareil. Et donc, la pièce maîtresse de ce porche, c'est un tympan. Et là où il est utile
revenir sur la situation particulière de cette cathédrale de Mâcon et de cette concurrence qui s'est assez effrénée, même échevelée et presque dramatique, entre donc l'évêque de Mâcon et les abbés de Cluny. Donc s'il faut revenir à cette situation, c'est précisément parce que les historiens interprètent ce choix d'une très grande opération de sculpture, sans doute pour concurrencer le Cluny II, qui à cette époque est déjà une église à la réputation importante. L'évêque de Mâcon se sent sans doute le besoin d'affirmer sa propre puissance et son rôle dans l'édification des fidèles en disposant dans sa cathédrale d'un très grand tympan sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Si on avance dans le temps, donc vous voyez, quand le porche roman est ajouté, la cathédrale romane existe encore, les tours romanes existent encore. Le troisième chapitre, c'est l'apparition d'une cathédrale gothique au XIIIe siècle. On lui suppose, on n'a pas suffisamment de documents bien précis pour pouvoir la circonscrire dans le temps, mais on lui suppose une construction relativement rapide entre 1240 et 1300. C'est aussi en lien avec le type d'architecture qui est en partie encore documenté par quelques restes. Donc, d'où vraiment le schéma auquel je vais revenir régulièrement. La cathédrale gothique, vous voyez, s'intègre à peu près au milieu du XIIIe siècle à la place de la cathédrale romane. Les historiens supposent, on verra si les fouilles infirment ou confirment cette supposition, ils supposent une dimension identique. Et il suppose que la cathédrale gothique a remplacé la cathédrale romane sans qu'on ait procédé du tout à un agrandissement du bâtiment. Je me permettrai de faire une supposition. Généralement, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a livré comme théorie ou comme interprétation de cette destruction. Comme par la suite on a vu qu'il y avait des désordres dans la maçonnerie, et qu'on est relativement proche de la Saône, on en a déduit que la reconstruction de cette cathédrale, donc dépense importante, était sans doute due à des désordres dans la construction et qu'on l'avait reconstruite sans doute par nécessité. Je me permettrai de poser une question en rapprochant cette cathédrale romane de l'an 1000 d'un autre édifice à la toute fin de mon exposé. Vous voyez, j'essaye de ménager un peu de suspense pour garder l'attention de tout le monde. Ce bâtiment, il est quand même bien documenté, cette église gothique qui a disparu lui aussi. Il est bien documenté par toutes sortes. Alors je vous ai épargné les plus anciennes vues de Mâcon, qui sont des documents intéressants, mais qui d'un point de vue on va dire de la fiabilité et du détail sont trop suspects pour qu'elles s'intègrent dans ma présentation, mais nous avons, ça va peut-être un tout petit peu trop vite, nous avons des dessins de dessinateurs comme Jean-Baptiste Lallemand, qui est un homme j'ai un doute je me demande, il faudra vérifier, je pense que c'est plutôt Bellange. Mais donc Bellange, Lallemand et bien d'autres, comme Israël Sylvestre aussi, qui est un des très grands dessinateurs du XVIIe siècle et dont les gravures qui, par exemple, représentent le château de Versailles, présentent un tel degré d'exactitude qu'on en tire, on va dire, une certaine confiance à observer cette vue de Mâcon depuis le nord. Donc voici la cathédrale de Mâcon vue avec précision par Israël Sylvestre. On a une église gothique avec un transept légèrement saillant. Une petite originalité, c'est un chevet plat qui est sans doute dû au plan précédent et à l'environnement dont je parlais tout à l'heure. Cette cathédrale était délimitée par des maisons et elle a donc cette forme qu'elle a héritée de son environnement immédiat. Donc un chevet plat. Et pour compléter toutes ces vues, d'autres vues, donc celle-ci de Jean-Baptiste Lallemand du XVIIIe siècle, et puis document très important pour la connaissance de l'édifice, conservé aux archives de Saône-et-Loire. Vers 1780, on entreprend de mesurer, de dresser des plans, des élévations, des coupes du dit bâtiment
avant qu'il soit détruit quelques années plus tard. C'est une chance énorme dont on dispose. Et ça nous permet, vous voyez, d'avoir une documentation très précise sur un édifice qui a intégralement disparu. L'édifice gothique, enfin j'exagère, l'édifice gothique n'a laissé finalement dans l'espace actuel de Mâcon que quelques pierres en arrachement, 2 murs d'un bas-côté sud et un pan de mur du bas-côté nord. Donc c'est évidemment très très modeste. C'est une église dont on sait par exemple, j'y reviendrai, qu'elle a des voûtes qui se portent à 24 mètres de hauteur, ce qui est déjà appréciable. Elle avait donc 70 mètres de longueur comme je vous l'ai indiqué. Et chose sur laquelle je reviendrai, mais j'attire votre attention, vous pouvez repérer à l'instant une étrangeté, c'est que, je vous l'indique avec mon outil, le porche, donc ce qui subsiste, c'est cet élément-là seulement, les bases carrées des 2 tours de l'an 1000, le vestibule intermédiaire et le porche du XIIe siècle. Vous pouvez repérer quelque chose qui peut vous intriguer, je vais en parler dans quelques minutes, sont des marches. Et un grand nombre de marches, vous voyez, une douzaine de marches, ce qui est quand même assez inhabituel, vous en conviendrez, quand on doit accéder dans une église. Alors, pourquoi ces marches ? Tout simplement parce que des désordres donc, sont apparus dans la maçonnerie, et à la fin du XVe siècle, on a fait le choix d'ajouter un porche gothique pour contrebuter le portail roman. Et on a adossé à cette construction un travail de remblai de presque 2,80 m de hauteur pour compenser ou structurer davantage ce qui semblait être un mouvement sans doute dans le sol, ce qui a causé ce qui a nécessité cette installation d'une grande volée de marche droite pour accéder au portail et au tympan qu'on vient d'entrevoir. Voilà les restes donc, de cet édifice gothique. Donc là, c'est un pan de mur avec, il est intéressant pour nous, vous voyez la fenêtre haute qui est encore visible, les parties basses qui sont encore en partie, et on voit très nettement qu'il y a des ruptures d'appareil qui sautent aux yeux et que c'est bien quelque chose qui s'est adossé à un édifice plus ancien. L'intérieur de l'édifice est documenté par quelques gravures, mais qui, en fait, s'intéressant au tombeau, ne nous donne malheureusement jamais aucun aperçu des volumes, si ce n'est, vous voyez, latéralement, on entrevoit, vous voyez, quelques éléments du bas-côté. Et donc, comme je vous le disais, ces escaliers un peu mystérieux, j'oublie les tours, je vais trop vite, parallèlement donc à cette construction de la nef, du transept et du chœur gothique, on a complété les tours romanes de l'an 1000, donc on a vu déjà relativement rapidement, de 2 tours, de plusieurs niveaux ajoutés à ces tours gothiques, l'une au XIVe et l'autre au début du XVe siècle, donc la tour nord et la tour sud, vous voyez, qui en 1500 sont toutes en place et donc ne manquent, quand on arrive à peu près au tournant des temps modernes, vous voyez, quand on arrive à peu près au tout début du XVIe siècle, ne manque finalement pour l'instant que la cathédrale romane qui a disparu corps et bien pour laisser place à la cathédrale gothique. Ces 2 tours élevées au XIVe et au début du XVe siècle, donc au XIVe la tour nord et au XVe la tour sud, sont construites dans un matériau qu'on identifie bien. Vous voyez, c'est un calcaire très blanc, en grand appareil, très différent des moellons qui avaient été utilisés à la période romane. Donc là, pour le coup, même sans être historien de l'architecture, on voit bien qu'il s'agit de 2 chantiers différents. Ce qui me paraît le plus délicat, et qui a posé problème aussi à beaucoup d'historiens qui sont penchés sur cet édifice, c'est sur ce niveau, vous voyez, sans décor, qui est en moellon également, mais avec des pierres qui semblent être moins usées que les pierres du niveau inférieur. Je ne vais pas du tout me lancer dans des hypothèses, mais en tout cas, je suppose, et j'espère que les études qui vont être menées nous permettront de savoir si c'est réellement un étage qui a été construit à l'époque romane, ce qui semble être le cas, mais pourquoi
voyez, avec une différence de matériaux qui est assez lisible, ou si, ce qui serait particulièrement étonnant, c'est une construction postérieure de l'époque gothique avec des matériaux dont il resterait à déterminer l'origine. Par ailleurs, évidemment, vous avez sans doute deviné que le couvrement la couverture de cet édifice ne présente plus sa forme originelle. C'était, comme beaucoup d'églises, une église qui était couronnée par une flèche à 8 pans. Elle est désormais malheureusement réduite très largement, et elle a été remplacée par une petite toiture à 8 pans, mais en charpente couverte de tuiles. J'y reviendrai dans quelques temps. Voilà donc l'aspect vu de près des édifices en question. Et si on essaye de manifester par la couleur ce qui est assurément roman, vous voyez, c'est ce que j'ai teinté en bordeaux, et ce qui est assurément gothique, 14e ou 15e siècle, c'est ce qui est teinté en jaune clair, les parties que j'ai laissées en blanc étant ultérieures et relativement, surtout pour la partie qui est là, relativement problématique. Quand on observe, vous voyez, d'assez près la maçonnerie, on voit par ailleurs que la partie centrale, qui elle aussi est assez mystérieuse, vient buter sur les deux tours sans qu'on ait tout à fait l'impression qu'elle soit, vous voyez, qu'elle ait été construite dans le même mouvement. Enfin, pour la partie haute des tours, donc vue cette fois-ci d'assez près, je vous propose une interprétation. Donc cette tour-ci a été et est documentée par différentes images. Donc on sait qu'elle a été véritablement complétée avec donc sa flèche en pierre de plan octogonal. Celle-ci, sur les images les plus précises dont on dispose, elle sera dotée, ou elle a été dotée au XVIIe et au XVIIIe siècle. On la voit représentée, je vous montrerai ça dans quelques minutes, elle a été dotée d'un dôme avec quelques pinacles qui le ceinturent. Mais si on observe, vous voyez, la partie basse, il me semble, vous voyez, repérer exactement la même ordonnance avec des 4 feuilles, vous voyez, qui sont à 2 sur chacun des blocs. Et si je ne me trompe pas, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on l'a complété à une période où on a dû modifier le projet initial et où on n'a pas terminé en définitive la tour sud. On a dû modifier le projet en transformant ce qui aurait dû être, vous voyez, une galerie avec des merlons en définitive, en un élément plus massif qui a eu ensuite à supporter le clocher principal de la cathédrale. Alors, ce bâtiment est mal documenté, mais je me permets malgré tout de profiter d'un tout petit atout qui nous est donné par un document qui, lui, est bien historique. Ces cloches ont été, comme chaque cloche, baptisées et disposent donc de dates de baptême, ce qui nous intéresse quand même particulièrement. L'une datait de 1547, l'autre de 1671, et je vous propose comme petit élément qui nous permet de disposer enfin d'un petit peu potentiellement de précision chronologique, de peut-être supposer que soit l'une, soit l'autre, vous voyez, soit 1547, soit 1671, a pu correspondre à la fin des travaux de cette tour sud et donc à l'érection de cette tour que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc le niveau supérieur des tours pour les parties médiévales, c'est 14e et 15e siècle. Le portail gothique qui vient s'adosser un tout petit peu avant le 15e siècle au portail ou au porche roman. C'est cet élément qui est ici, vous voyez, qui est en pierre très blanche. Sur la photo suivante, vous allez bien le voir, il a une épaisseur d'à peu près 60 à 70 cm et il est venu véritablement comme un contrefort, réduire les mouvements constatés dans l'architecture qui n'ont pas laissé de traces apparentes, de toute façon, dans la maçonnerie telle qu'elle se déploie aujourd'hui. Et les deux ouvertures
sur lesquels je ne me suis pas encore du tout arrêté aujourd'hui et qui sont presque à fleur de terre aujourd'hui, sont, comme je vous le disais, offrent une façade qui est très différente de ce qu'elle a dû être à l'époque romane, dans la mesure où, vous voyez, l'entrée dans l'église était donc à ce niveau-ci. On a un petit peu décaissé depuis le début du XVIe siècle, et ces fenêtres qui autrefois disposaient d'une allège d'à peu près 1,50 m au moins, vous voyez, se trouvent quasiment, donc aujourd'hui, au niveau du... Enfin, présente aujourd'hui un appui qui est quasiment au niveau du sol. Le décor de ce portail gothique est caractéristique de la fin de l'architecture gothique, avec assez peu de fantaisie d'ailleurs, vous voyez, une arcature en baie brisée trilobée avec aveugle, des arcs à peu près un anse de panier, des archivoltes lisses, etc., quelques chapiteaux. Et dès qu'on observe une coupe du bâtiment, on repère, vous voyez, cet écart très important entre le niveau du sol actuel et le niveau du sol qui était celui d'origine de l'église, qui s'explique par la grande opération de terrassement et de modification du portail, ce qui fait que le portail roman nous est parfaitement inconnu. Quand on observe, vous voyez, depuis le jardin qui aujourd'hui sert de parvis côté ouest à l'ancienne cathédrale Saint-Vincent, on perçoit le niveau différent, vous voyez, de presque 2 mètres entre le niveau actuel et le niveau d'origine de cette église. Donc voici ces marches dont on parlait tout à l'heure. Le portail gothique ensuite, donc comme je vous le disais, a été suivi par la construction de cet élément, vous voyez, qui était sensiblement différent de la flèche et cette autre représentation, donc cette gravure d'après le dessin de l'allemand, nous permet de voir peut-être un petit peu mieux la structure de ce dôme. Vous repérez au passage, n'ayant pas trouvé de document qui le documente, à part cette image et une autre équivalente, vous repérez au passage qu'on a construit à une époque qui est probablement le XVIe ou le XVIIe siècle, une passerelle pour joindre les deux tours. Donc, comme je vous le laissais imaginer, le dôme de cette tour sud peut avoir été construit donc au milieu du XVIe siècle ou à la fin, au dernier tiers du XVIIe siècle. Son architecture permet de supposer l'une ou l'autre de ces deux dates. Enfin, et toujours à une période qui malheureusement n'est pas documentée par les sources, mais dont je peux vous présenter quand même l'apparence, on a ajouté à ce portail qui était donc roman, auquel c'est ajouté un peu avant 1500, cette façade ou ce porche gothique, on a ajouté des éléments décoratifs qui relèvent du néoclassicisme avec corniche et fronton. Vous repérez au passage qu'on a également comblé les deux ouvertures en arc en plein cintre romane, élément qui évidemment, ou pratique qui caractérise sans doute plus le goût de l'époque, plus que des besoins architectoniques. Donc on a ici quelque chose qui a sensiblement fait disparaître l'architecture médiévale de cette partie, en tout cas l'architecture romane de cette partie de l'édifice. Elles ont ensuite été rouvertes, ces deux fenêtres, un petit peu plus tardivement. Sur ce document qui nous permet de le voir, on n'a malheureusement pas de date, mais si j'en viens cette fois-ci à la fin de l'Ancien Régime, vous voyez, autour de 1800, le fronton néoclassique, sans doute, a été construit au cours du XVIIIe siècle, aucun document. Il est en place en 1789, quand la Révolution française commence, et après celle-ci, avec
la vente des biens nationaux. L'église est classée comme bien national. Elle est vendue en 1799 et dans la foulée est détruite l'église gothique qui vient d'être acquise donc, par un entrepreneur mâconnais. Donc c'est le 8e chapitre, vous voyez, les destructions révolutionnaires de 1799 à 1850. Quand on s'appuie sur des documents très précis, comme par exemple le cadastre napoléonien, on voit que ne subsiste en 1825 quasiment que ce qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas au sol, c'est-à-dire le massif occidental, son porche et ce que vous devinez ici, c'est l'emprise au sol du portail gothique érigé un petit peu avant 1500. À la place de la cathédrale, vous avez toutes sortes de constructions, vous voyez, qui sont des maisons de particuliers qui ont déjà pris place à l'intérieur de ce qu'était la nef, le transept et le chœur. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je me suis appuyé sur le document dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant qu'il nous est très utile. Ce document qui a été réalisé vers 1780, qui est à l'échelle, qui est un document vraiment d'une très grande précision. Là, je l'ai mis à l'échelle et je l'ai superposé vous voyez, au cadastre napoléonien. Ça nous permet de voir qu'effectivement, le chevet plat tombe et s'explique assez bien. Il était imposé, si on peut dire, par la présence d'édifices antérieurs qui eux-mêmes, vous voyez, avaient leur façade principale sur l'un des axes, enfin on peut même dire l'axe nord-sud, qui était un axe central pour le commerce et pour la vie, on va dire, et le déplacement des matières premières dans Mâcon. Et vous repérez que donc cet édifice a quasiment, pour on va dire les 80% de sa surface, donc laissé place à des espaces, vous voyez, conquis, si on peut dire, par des constructions qui sont documentées, elles, par quelques dessins. Vous voyez, au début du 19e siècle, on voit que sont bâtis des édifices assez modestes à l'emplacement des premières travées de la nef. Un petit peu plus tard, quand ces édifices ont été détruits, on aperçoit que subsistent encore les parties basses du mur, vous voyez, qui clôturait le chœur et qui correspondent à l'arrière de ces maisons qu'on vient de voir sur le cadastre napoléonien. Et subsiste également un mur qui va être détruit très peu de temps plus tard pour laisser la place à un espace public et à une rue qui va être nouvellement tracée en 1864 sous l'égide du préfet de Saône-et-Loire. Vous repérez donc au passage que à une date non déterminée du 19e siècle, le dôme lui-même a disparu et je suis là-dessus l'hypothèse d'Alain Guéraud, qui est l'un des spécialistes de l'édifice. La disparition des parties hautes de cette flèche gothique est probablement non pas accidentelle ou liée à la chute de je ne sais quel coup de tonnerre, mais bien plutôt à la vente des matériaux qui, dans la mesure où c'était des pierres qui étaient sans doute d'une très belle qualité et très bien taillées. C'est pour cette raison que donc, l'entrepreneur qui avait fait l'acquisition du bâtiment s'est dépêché de prélever ces pierres, ce qui a donc constitué une forme de décapitation, si on peut dire, de cette très belle flèche gothique. En 1848, les maisons qu'on vient d'entrevoir sur un dessin ont déjà disparu corps et biens et subsiste, vous voyez, enfin apparaît plus exactement à la place de cette cathédrale gothique qui a donc entièrement disparu, une place qui va, c'est le chapitre suivant, donner lieu à l'érection d'un bâtiment public, à savoir des halles couvertes, qui ont pris place sur une partie, vous voyez, alors vous reconnaissez toujours le massif occidental, c'est de tours octogonales. La nef était ici, à peu près au niveau du transept et du chœur, sont construites les trois ailes de
marché couvert, donc ici documenté par une photo des années 60. Donc si on revient à l'histoire un peu chaotique de ce bâtiment, la cathédrale gothique, vous voyez, bon, j'ai passé sous silence les quelques maisons qu'on a vues, détruites entre 1799, date de sa vente, et le début du 19e siècle. Elle laisse la place à partir de 1800, que je vous donne les bonnes dates, à partir de 1854, elle laisse la place au marché couvert. Le fronton néoclassique existe toujours, le portail existe toujours. Manque par contre le dôme de la tour sud et manque déjà le couronnement de la tour nord. C'est pas tout à fait fini, il y a encore un élément qui va s'ajouter, et là pour le coup ça relève des rénovations ou des restaurations qu'on a mentionnées tout à l'heure. Le fronton d'inspiration antique mis en place par des hommes probablement du XVIIIe siècle, n'étant pas un élément médiéval, constitutif de l'architecture d'origine du bâtiment, il cède la place à un élément, donc un mur-pignon forgé de toutes pièces par un architecte qui s'appelle je vais peut-être un tout petit peu trop vite, qui s'appelle je pensais que j'avais mis son nom sur... Donc l'architecte, c'est Guy... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Guillemin, Adrien Guillemin, et donc c'est un élément qui est ajouté en 1857. Vous repérez 3 baies aveugles en arc brisé et en lien avec le développement de la piété mariale, une statue de la Vierge Marie, alors que l'édifice, comme vous vous en souvenez sans doute, est dédié à Saint-Vincent. Donc voilà où on s'en trouve à peu près, vous voyez, au dernier tiers du 19e siècle. C'est pas tout à fait fini pour l'histoire compliquée de ce bâtiment. S'ajoute encore, et on est bien cette fois-ci dans cette veine du renouveau pour le goût on va dire, de l'architecture médiévale. Le bâtiment étant, on va dire, disposé, enfin, avec la création de cette nouvelle voirie qui est la rue de Strasbourg, la mairie de Mâcon souhaite faire ériger une limite, vous voyez, du côté est du bâtiment. Cette limite va être réalisée en maçonnerie, avec donc une architecture néo-romane qui est très bien documentée, qui est présente sur des lithographies, des cartes postales. Elle est même présente encore sur des photographies des années 60, photographies très pittoresques avec des jeunes femmes en vêtements mâconnais ou folkloriques et bressants. Ce qui est très intéressant, vous vous doutez bien que ce n'est pas tellement pour le côté folklorique, même si ça fait un peu sourire, que je vous ai mis ces documents, mais parce qu'il me semble, vous allez me dire si cette hypothèse, je n'ai pas trouvé de traces de documents qui le témoignent, mais il me semble bien que certaines pierres peuvent être des pierres de remploi et semblent avoir, mais là-dessus évidemment c'est vraiment une hypothèse que je vous soumets, mais alors évidemment ce n'est pas le cas des colonnes, vous voyez, donc on peut repérer évidemment le caractère lisse et neuf qui caractérise une partie des chantiers de rénovation dont on a parlé ce matin, d'inspiration de Viollet-le-Duc, mais il est possible qu'une partie de ces murs ait utilisé une partie des pierres qui ont appartenu à l'édifice médiéval. Je regarde l'heure. Alors, dernier chapitre, dans les années, enfin pas dans les années, en 1970, dans le cadre d'examens et d'entreprises de valorisation de l'édifice, on fait disparaître le mur néo-roman, on le remplace par une grille en fonte, je crois, ou en fer forgé. Et pour faire réapparaître, c'est une suggestion évidemment qui n'est pas inintéressante, pour faire réapparaître les voûtes gothiques de l'église romane, on décide, vous voyez, de fermer
la fenêtre au moyen cette fois-ci d'une vitre. Et dans cette vitre, on installe, vous voyez, des huisseries qui suggèrent au public la présence de cette nef disparue. Donc voilà pour l'histoire un petit peu compliquée de ce bâtiment. J'ajoute je me dépêche, j'ajoute à cette présentation chronologique quelques documents qui vont correspondre plutôt à des questions. Donc deuxième partie, examen de quelques détails et suppositions ou questions. Le tympan, vous avez peut-être repéré qu'il a une forme assez particulière et notamment un arc qui est sans doute, enfin vous me corrigerez si vous en connaissez d'autres, il me semble que c'est un unicum, je n'ai même pas trouvé de nom qui permettrait de le définir. On a quelque chose qui commence ou qui ressemblerait au départ, vous voyez, d'un arc en plein cintre auquel serait ajouté finalement un linteau. Comment interpréter cette étrangeté ? Quand on l'observe, effectivement, on voit que c'est un ouvrage qui est très soigné, avec vraiment des pierres de très grande dimension. Les sculptures, malheureusement, j'ai sauté beaucoup de chapitres intermédiaires, mais elles ont été bûchées à la Révolution. Et elles avaient déjà été abîmées à l'époque révolutionnaire. Donc, le revers de cette façade... le revers de ce tympan du début du XIIe siècle présente, comme vous le voyez, des pierres qui sont soigneusement appareillées et qui sont encore en très bon état. Et pour essayer d'expliquer cette étrangeté du bâti, je vous propose quelques comparaisons avec des édifices similaires en termes d'architecture et de dimension. Donc, on a un écart, ou une largeur d'à peu près, de 6,60 m, une hauteur d'à peu près 5,50 m, donc vous pouvez apprécier déjà un portail d'assez belle dimension, qui s'insère, comme vous vous souvenez, en plaquage d'un édifice antérieur. Si on compare avec des constructions du XIe ou du XIIe siècle, on voit qu'évidemment, parmi les pistes que les maîtres d'œuvre ont pu choisir, il y a une première option pour un portail sculpté d'assez petite dimension. Vous voyez que celui-ci fait à peine 2,50 m à 2,30 m de largeur. On peut se permettre d'avoir un linteau sculpté d'un seul tenant, vous voyez, avec une forme en mitre qui supporte, vous voyez, un tympan sculpté qui, lui, est vraiment de petite dimension. On est vraiment là à l'expression la plus modeste de ce type d'architecture. On peut trouver également des portes cintrées qui s'inscrivent dans un réseau d'archivoltes superposées, et ce sont ces archivoltes, vous voyez, qui contiennent le message sculpté. Je me dépêche. Et vous voyez qu'ici on est dans un état un peu intermédiaire, un peu mixte entre les deux, présence d'un linteau et d'arc en plein cintre. Je vais beaucoup trop vite cette fois-ci. Mais ce que vous connaissez qui se déploie sur une largeur bien supérieure à ce qu'on a pu ouvrir à Mâcon et qui permet le déploiement des très grands tympans comme ceux de Vézelay ou d'Autun, c'est la mise en œuvre cette fois-ci d'une double ouverture avec un trumeau qui permet d'avoir un tympan de très grande dimension qui est posé non plus sur un seul linteau, mais sur deux linteaux. Et probablement que, vous voyez, la bizarrerie de ce format mâconnais s'explique d'une part par sa précocité et d'autre part aussi par sa dimension un peu intermédiaire. Vous voyez, il est trop large pour pouvoir se permettre d'avoir un linteau unique, et il est pas suffisamment large pour qu'on se permette de disposer d'un trumeau et d'ouvrir une double baie sous ce chapiteau. Et je me dépêche, sur les tours, je vais aller très vite. Je vous disais tout à l'heure, question à se poser sur l'apparence et sur les deux constructions. Donc voilà l'église, si on lui retire sa toiture qui a été ajoutée au début du XIXe siècle. Elle était bien évidemment, c'est documenté, couronnée donc d'une flèche à 8 pans. Si on regarde ici l'intérieur de l'édifice, on repère effectivement
ces éléments antérieurs, vous voyez, qui appartiennent à l'édifice, le tout premier édifice qui date, lui, du tout début du XIe siècle, donc à peu près l'an 1000, d'où, je vais très vite, hein, j'en suis conscient, mais vous voyez, les bandes lombardes qu'on vient d'entrevoir qui correspondent à cette toute première façade ont permis notamment à Jean-François Garmier de dessiner une hypothèse de restitution. Comme on se pose beaucoup de questions, vous voyez, sur la façade sud, il a préféré ne pas du tout l'évoquer et la laisser en suspens. Mais a priori, la façade vers l'an 1000 pouvait correspondre à ce qu'on voit ici. On sait, parce qu'il y a l'ouverture qui est derrière le portail, et parce qu'il y a là pour le coup des traces archéologiques, qu'on avait une hauteur de la nef qui approchait des 14 mètres, qui correspond à cette envergure que je vous ai manifestée en rose. Et quand l'église gothique est reconstruite, on passe à 24 mètres de hauteur, comme je vous l'ai dit, ce qui permet de comprendre, vous voyez, c'est très bien documenté par les plans de 1780, ce qui permet de comprendre pourquoi ce surhaussement des tours. Regardez, si on juxtapose l'état probable de la façade romane telle qu'elle existait quand au XIIIe siècle on construit cette église gothique, on se trouve face à quelque chose d'extrêmement dérangeant, à savoir un mur-pignon de la nef qui vient s'interposer quasiment à la même hauteur que les clochers des deux tours, ou en tout cas d'une des tours. Évidemment, problème qui va être résolu, et puis on connaît le goût de l'architecture gothique pour l'élévation en hauteur, donc ce problème est résolu par l'apport de plusieurs étages sur la tour nord et sur la tour sud qui permet de compléter la façade de manière harmonieuse dès lors qu'on a ce mur-pignon qui est très important. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Et dernière chose pour terminer, le rapprochement avec des édifices similaires, ce qui va me permettre d'arriver enfin à la question que je vous proposais depuis tout à l'heure. Voici la façade donc telle qu'elle apparaît à l'intérieur du porche dans les élévations qui ont été constituées en 2014. Voici les arcs en plein cintre et les bandes lombardes qui subsistent à l'intérieur, à l'arrière de ce bâtiment. Quand on compare cet édifice, vous voyez, on peut le rapprocher d'un bâtiment, surtout pour la partie qui est ici, vous voyez, avec des bandes lombardes et des arcs en plein cintre en très légère saillie. C'est l'un des édifices les plus anciens de Saône-et-Loire pour sa partie, pour sa façade, le reste ayant été reconstruit un peu plus tard. Mais en tout cas, vous voyez, pour les parties les plus anciennes, on est entre 1030 et 1050, donc on a un bâtiment qui est tout à fait comparable à ce qu'a pu être la façade de la cathédrale Saint-Vincent. Et en Allemagne, donc dans un domaine qui est finalement relativement proche de Mâcon, à l'est évidemment de la Saône, on peut trouver un autre exemple d'édifice, cette fois-ci ottonien, donc dont la construction s'est étalée du XIe au XIIe siècle, où on retrouve cette même logique de tours octogonales qui constitue un massif qui fait écran, vous voyez, devant la nef. Cette façade a été, elle aussi, rénovée ou restaurée au XIXe siècle, donc on a malheureusement perdu une partie de son état d'origine. Mais la question que je me permets de vous poser, la question que cette comparaison avec cet édifice ottonien me semble autorisée, c'est qu'on a, comme vous le voyez ici, un édifice qui n'est pas voûté, qui est charpenté. Et parmi les questions que je me permets de poser, vous en avez la primeur parce que ça m'est venu en réfléchissant sur le bâtiment et évidemment tout ça reste encore à être confirmé par les fouilles et les recherches qui vont suivre. Mais si on a remplacé l'église romane par une église gothique, si éventuellement on est un peu dans le même cas que l'église de Paray II, c'est-à-dire en fait une église qui est charpentée et pas voûtée, est-ce que c'est aussi dans cette perspective qu'il faut interpréter la reconstruction gothique, à savoir construire un édifice qui n'est plus seulement charpenté, mais qui dispose d'une voûte en pierre, comme finalement les édifices les plus prestigieux de la même époque le présentent. Voilà, c'est l'hypothèse sur laquelle je vous propose de nous séparer. Peut-être que contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à présent, la première cathédrale de Mâcon, très intéressante,
par son ancienneté, n'était finalement pas voûté, contrairement à ce qu'on a toujours supposé. Voilà, je m'arrête sur cette question et je laisse de côté les autres édifices que je voulais vous présenter.